Bonjour à tous. Alors, la révolution est-elle en train d'avoir lieu? Ces prémices sont-ils observables aujourd'hui à Paris ou dans certaines villes de province? Il y a eu beaucoup de bazar ces dernières heures à cause de la réforme des retraites, puisque le gouvernement a dégainé le 49.3 pour imposer cette réforme. Le 49.3 qui est vraiment une aberration démocratique, hein, clairement. Ça a donc énervé tout le monde. Il y a eu de nombreux rassemblements hier soir à Paris, mais aussi dans toute la France, avec des barricades, du feu, des poubelles en feu, puisque tout se conjugue, à la fois la réforme des retraites, la grève des éboueurs, bref, qui est liée à cette question, hein, de toute manière. Mais on a le sentiment qu'il pourrait y avoir quelque chose de l'ordre d'une atmosphère pré-révolutionnaire. En tout cas, c'est le discours qu'on peut entendre. Alors, comment la droite doit-elle se positionner face à tout ça, cette atmosphère révolutionnaire, la réforme des retraites, etc. Eh bien, je vous propose qu'on essaie de voir ça. Alors, premièrement, la question de la réforme des retraites. Cette réforme-là, c'est un sujet qui ne me passionne pas du tout, hein, clairement. J'ai eu l'occasion de le dire dans Nouvelle Vague, j'ai eu l'occasion de le dire aux abonnés Sunrise avec qui j'ai pu échanger sur cette question dans notre groupe dédié. Malgré tout, il y a quand même des choses qui sont importantes. Alors, pourquoi ça ne me passionne pas? Premièrement, parce que la France est confrontée à des problématiques qui, à mon avis, sont bien plus graves et plus profondes. Je pense évidemment à l'immigration massive, je pense à la tiers-mondisation, voilà, du pays, qui est absolument dramatique et qui le deviendra de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Je pense aussi à la baisse du niveau dramatique chez les jeunes générations. Voilà, ça, ce sont des sujets qui pour moi sont plus importants. Ça n'empêche pas que la réforme des retraites, c'est quand même un sujet qui est important, bien entendu, ne serait-ce que parce qu'il intéresse beaucoup les gens, mais aussi parce que c'est quand même un vrai sujet, je trouve. Donc, si je ne suis pas enfiévré par la question de la réforme des retraites, hein, vous l'aurez compris, c'est quand même un sujet et ça mérite qu'on s'y intéresse. Alors, cette réforme, elle est à la fois symbolique et essentielle. Je vais vous expliquer pourquoi. Elle est symbolique parce qu'il s'agit avant tout de rassurer les marchés. Il est inenvisageable qu'elle ne passe pas, et pour une raison que le pouvoir n'ose pas dire ou ne peut pas dire. Pourquoi il faut faire cette réforme? Nous avons 3 000 milliards de dettes. Le taux d'intérêt que nous payons est très proche de celui de l'Allemagne, ce qui est une espèce de bénédiction peut-être imméritée. On ne paye que 0,5 % de plus que les Allemands. Le marché, c'est un être primaire. S'il voit qu'on a changé l'âge, il considérera que la France demeure un pays sérieux. Vous allez me dire, c'est idiot ? Peut-être, mais c'est comme ça. Et quand on est débiteur pour 3 000 milliards, on fait attention à ce que pense son créancier. Cette réforme a une portée symbolique à laquelle il faut accepter de céder, peu importe les concessions qu'il va falloir faire. Et comme le président de la République, qui sait quand même ce que sont les règles du monde financier, ne peut qu'être conscient de ça, il ne cédera pas. Alors c'est un discours qui peut nous paraître complètement fou, puisqu'on ne remet pas en cause un système qui est vicié, mais on cherche juste à le faire perdurer un peu plus, quoi. Voilà, c'est ça l'un des objectifs de cette réforme, et honnêtement c'est pas très glorieux. Reste qu'à mon avis la réforme du système des retraites me paraît essentielle, notamment, et j'enfonce une porte grande ouverte, parce que la population française vieillit. Donc il est évident que ce système de retraite ne peut pas survivre au vieillissement de la population. Donc je suis pas du tout contre une réforme par principe, hein, loin de là. Je pense que le monde va changer, va évoluer, et donc, eh bien, une réforme de ce système des retraites est nécessaire. Bon, reste que cette réforme des retraites, elle est délirante sur un point essentiel. Seuls les actifs sont appelés à faire des efforts. On ne demande pas aux retraités actuels, qui ont pour certains des retraites très généreuses, eh bien, de contribuer à l'effort collectif. Dans un monde normal, tout le monde fait des efforts, à la fois les actifs d'aujourd'hui qui seront à la retraite dans quelques temps, mais aussi les retraités actuels. Alors j'avais quand même évoqué quelques pistes il y a plusieurs semaines sur cette réforme des retraites, des pistes alternatives. Voilà ce que j'avais écrit, hein, mes propositions. Alors d'abord, pour bien que les gens comprennent ce que l'État leur prenait, que ce soit pour les cotisations sociales ou pour le reste, de verser sur le compte du salarié, eh bien, le salaire super brut, c'est-à-dire le salaire sans les charges sociales avant impôt, évidemment. Bref, pour que le salarié voit ce que l'État lui prenait. Donc ça, c'était un petit peu anecdotique, mais en réalité, ça permettait de mettre quand même beaucoup de choses en perspective. Sur les retraites pures, ce que je proposais, c'est que la retraite minimum pour quelqu'un ayant cotisé à taux plein soit de 1 200 € et que la retraite maximum soit de 1 800 € et que tout le reste de la retraite soit géré individuellement, que ce soit par capitalisation, par épargne, par investissement immobilier, bref, que chacun se débrouille, mais ça me paraît essentiel. Alors évidemment, c'est à mettre en place graduellement et pas d'un coup d'un seul, mais bon, tout ça, ce sont des détails techniques. Bien entendu, ne pas oublier non plus le reste.
Puisque s'il y a un vieillissement de la population qui est la cause de cette réforme, eh bien on peut agir sur la cause plutôt que sur la conséquence. Et donc, en l'espèce, on peut mettre en place, par exemple, une politique nataliste. Bon, voilà pour ce qui est d'une proposition alternative. Déjà, faire participer les retraités actuels, mettre en place une retraite minimum et maximum, laisser la place à la liberté et aussi mettre les gens, grâce au versement de leur salaire en super brut, face à la réalité de ce que nous prend l'État. Quand on y ajoute la politique nataliste, je pense qu'on a quelque chose qui est cohérent et qui tient la route. Maintenant, qu'est-ce que nous dit cette réforme des retraites sur la société qui vient? Alors déjà, on voit le poids électoral des boomers. Les retraités, c'est l'armée de réserve électorale d'Emmanuel Macron. Et donc, eh bien, évidemment, c'est pour cela que Emmanuel Macron ne les convoque pas dans ce grand effort collectif qui devrait avoir lieu. Et on va en fait, avec cette réforme des retraites, vers quelque chose qui s'apparente à une guerre générationnelle. Puisque c'est clairement une injustice que les retraités actuels ne mettent pas la main à la pâte. Et donc ça crée du ressentiment légitime chez des jeunes générations qui se disent pourquoi moi je suis le seul à faire des efforts alors que les retraités actuels ne font rien. Ce qu'on voit là, c'est qu'une des nombreuses confrontations générationnelles qui vont advenir dans les années qui viennent à cause du vieillissement de la population. Et ce genre d'injustice va se multiplier. Et ça, nous, en tant qu'hommes de droite, capables d'analyser le réel, pragmatique, réaliste, on doit prendre en compte cette donnée. Il va y avoir des affrontements générationnels dans les années à venir. Et puis aussi, il faut aussi prendre en compte un autre affrontement, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'extra-européens dans les actifs. Et quand on ajoute à cette donnée-là le fait qu'il y a une grosse propagande anti-européenne chez de nombreuses figures extra-européennes, les exemples de racisme systémique toujours mis en avant, etc., etc. Il y a un ressentiment très fort chez de nombreux extra-européens dû alors au fantasme sur la colonisation, sur le racisme systémique, etc. Et quand ce ressentiment-là va rencontrer le conflit générationnel, ça va être chaud. Expliquer à des jeunes extra-européens qu'ils doivent travailler plus, partir plus tard à la retraite, avoir une retraite moins importante peut-être, tout ça pour des vieux blancs patriarcaux et compagnie, je pense qu'à un moment, ça va être chaud. Donc on va vers des affrontements générationnels, mais aussi ethno-générationnels. Alors au-delà de ça, la droite se retrouve confrontée à un sujet qu'elle a un petit peu peur d'aborder, la révolution. Alors, va-t-on vers la révolution? On a vu passer des scènes qui pouvaient laisser penser certains observateurs un petit peu enfiévrés qu'on allait vers quelque chose de révolutionnaire. Bon, déjà, premièrement, on a aujourd'hui un déni démocratique qui rend possible l'effervescence actuelle. Voilà. Le 49.3, c'est un instrument clairement antidémocratique. Je ne suis pas du tout un fanatique de l'Assemblée nationale française, qui est vraiment, en plus avec l'arrivée de LFI, qui est vraiment s'est transformée en basse-cour insupportable. Mais le fait est que quand on regarde les pays autour de nous, on se rend compte que la France, c'est quand même une exception à ce niveau-là. On a un régime présidentiel et antidémocratique insupportable, surtout quand le dirigeant est un petit... Donc oui, la révolte qu'on voit me paraît normale au sens où, quand on est face à un déni de démocratie, eh bien, c'est logique de s'énerver. Mais malgré toutes les raisons objectives, donc la nullité de la réforme, le déni démocratique avec le 49.3, eh bien je pense que tout ça est un jeu de rôle géant. Déjà parce que l'immense majorité des gens qui manifestent aujourd'hui ont voté Emmanuel Macron au second tour. Donc déjà, premièrement, si Macron c'est le diable absolu, on ne vote pas pour lui. Voilà. Au pire, on s'abstient, quoi. Je veux dire, si on ne veut pas voter le grand méchant diable Rassemblement National, on s'abstient. Et puis surtout parce que j'ai vu qui étaient ces révolutionnaires. Alors je me trouvais en terrasse hier soir pour profiter du temps très doux et je vois arriver les fameux révolutionnaires qui manifestaient. Et je peux vous dire qu'il y en avait un bon paquet qui n'avait pas mangé de viande depuis au moins 6 mois. Je veux dire, tout le monde était très carencé. Je dirais qu'une main dans le dos, un CRS est capable de gérer 5 ou 6 personnes de cette foule sans problème. Alors attention, je dis pas que tout le monde dans ces manifs a le même morphotype que les leaders de ce mouvement que j'ai vu. Enfin, c'est pas Che Guevara, quoi. Après, si les retraites c'était vraiment un sujet fondamental, je dirais pourquoi pas. Parce qu'il y aurait peut-être un motif qui pousserait certaines personnes à aller à des extrémités très violentes. Là, je ne suis pas certain du tout. Voilà, surtout que la plupart des gens que j'ai vus, moi, mener un peu la manif hier, c'était des étudiants ou des bobos. Enfin bref, c'est pas des gens qui sont à l'usine. Et pour qui 2 ans de plus au travail, c'est vraiment une torture. Je pense que tout le monde joue sa partition. La France Insoumise joue la révolution parce que c'est leur moyen d'exister politiquement. Et il y a le frisson révolutionnaire qui les tient, qui est en eux. Et donc, ils pensent au grand soir quand même. Voilà, mais pour moi, ça reste, je le répète, du jeu de rôle. Par contre, ce que j'ai constaté hier soir, et ça a été le cas dans de nombreuses villes a priori, c'est qu'il y a un espèce d'assentiment populaire latent, c'est-à-dire que, par exemple, au moment où j'ai vu passer ces gens-là, les flics étaient en face agazés,
et ces manifestants criaient « tout le monde déteste la police », etc. Et en fait, ils se sont fait applaudir par les gens dans les bars autour. Il y a quand même un gros sentiment de ras-le-bol général. Alors, d'où vient ce gros sentiment de ras-le-bol ? Premièrement, de cette question des retraites où tout le monde est globalement opposé au fait de travailler plus. Ok. Il y a aussi quelque chose qui est à mon avis beaucoup plus profond et qui explique ça. Parce que je le répète, 2 ans de travail en plus, c'est ennuyeux pour plein de monde. Mais il y a aussi énormément de personnes qui inconsciemment se disent de toute façon la retraite j'en aurai pas ou ça aura complètement changé d'ici là. Moi je pense que le point principal en fait c'est le pressentiment des crises et des déclassements à venir qui motive cette atmosphère de ras-le-bol général et de ferveur un peu révolutionnaire. Rien que dans quelques mois, si le pouvoir d'achat là ne remonte pas, parce que là l'inflation fait quand même très mal aux gens et ça va être de pire en pire, s'il n'y a pas de renouveau à ce niveau-là, ça va être chaud. Alors face à ça, comment la droite se positionne ? Eh bien, il y a une image symbolique qui résume absolument tout. Pendant qu'il y avait une mobilisation évidemment gauchiste en face de l'Assemblée nationale, place de la Concorde, eh bien, Éric Zemmour faisait une grande dédicace dans Paris. Donc dans la même ville, on avait à la fois une atmosphère à peu près révolutionnaire et une file d'attente pour la dédicace d'un candidat de droite à la présidentielle. Franchement, c'est un symbole parfait de ce qu'est l'impuissance de la droite. On est incapable de se mobiliser dans la rue pour des raisons évidentes sur lesquelles je vais revenir tout de suite. Pendant que la gauche occupe le terrain et mène un combat politique et idéologique, eh bien, la droite organise des dédicaces. Symboliquement, c'est incroyable. Concrètement, la droite n'est plus du tout dans le politique. Elle n'a plus aucune prise sur les événements. Et au-delà de l'exemple de Zemmour, qui est anecdotique, mais qui montre quand même bien, je trouve, 2 mondes qui s'opposent, eh bien, il y a le RN. Le RN, c'est un parti qui est opposé à la réforme des retraites, qui a quand même une grosse base populaire derrière lui. Eh bien, aucune présence dans les manifestations contre les retraites et aucun appui au mouvement de protestation générale. Alors pourquoi tout ça ? Tout simplement parce que la droite, comme je l'ai répété dans une vidéo que je vous encourage à voir, pourquoi la droite perd toujours explication et solution, eh bien j'expliquais que la droite a perdu la bataille idéologique, intellectuelle et culturelle, et donc de manière générale la bataille politique. La gauche ayant totalement gagné, le discours de droite est absolument indicible, le temps qu'il se structure idéologiquement et qu'il se répande dans la population, je peux vous dire qu'il y a du temps. Et donc, vu que les idées de droite sont indicibles, et que, même édulcorées, elles sont des repoussoirs, eh bien, on a la gauche qui gère toutes ces mobilisations. La gauche a un soutien populaire latent chez les lambdas, alors même s'ils se méfient de la gauche politique, de la France insoumise et compagnie, il y a quand même un soutien latent. Et ça, on a pu le voir hier dans plusieurs villes de France avec des manifestants qui étaient acclamés. Voilà. Si c'était une manifestation contre l'immigration, je peux vous dire que les manifestants ne seraient pas acclamés de la même manière. Au-delà de ce soutien un petit peu diffus qui a été gagné par cette victoire idéologique, intellectuelle et culturelle, eh bien la gauche peut compter sur beaucoup plus de gens. Voilà, en termes de quantité, c'est impressionnant, toujours grâce à cette victoire, mais aussi à plus de qualité. C'est un sujet sur lequel je reviendrai un jour parce qu'il est complexe, mais à gauche, il y a beaucoup plus de qualité qu'à droite. Alors quantitativement, évidemment, puisqu'il y a beaucoup plus de gens de gauche au sens très large que de droite, mais aussi, je pense, en proportion, notamment grâce aux modérés de gauche qui sont très nombreux. Et c'est ça qui permet à la gauche de tenir le haut du pavé révolutionnaire, entre guillemets. Exemple parfait de tout ça, les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, à la base, c'est une révolte complètement de droite. Révolte de la France périphérique déjà, donc loin des villes gauchistes et avec plein d'électeurs RN, mais aussi une révolte contre la fiscalité, notamment via le prix de l'essence. Bref, ça avait tout pour être une révolution de droite, ou en tout cas une révolte de droite. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé ? Vu que la droite n'a aucun discours structuré idéologiquement, parce que ça lui imposerait de mener un combat frontal face au gauchisme, ce qu'elle ne veut pas par lâcheté, eh bien, du coup, la droite n'a pas pu structurer ce mouvement. Et qu'est-ce qui a fini par l'emporter ? C'est la gauche. C'est la gauche qui a encadré les grandes figures qui sont sorties du peuple. C'est la gauche qui a encadré les manifestations au bout d'un moment pour en faire quelque chose qui n'avait plus rien à voir avec les revendications de base, mais à devenir quelque chose genre contre l'ISF et compagnie. C'était une transformation d'une révolte populaire de droite par un appareil intellectuel, idéologique de gauche. Et c'est normal, puisque à droite, je le répète, nous n'avons pas les capacités de faire la même chose. Alors comment est-ce qu'on aurait pu faire des Gilets jaunes une vraie révolte, voire une révolution de droite ? Eh bien, il aurait fallu la structurer. Voilà. Mais pour structurer une révolte, il faut déjà se structurer soi-même. Je vous rappelle que, à part quelques personnalités dont je fais partie, mais il y en a d'autres, mais il n'y en a quand même pas beaucoup, on est très peu à avoir une vision claire de ce qu'est la droite, de ce que doit être la droite idéologiquement. Je cite par exemple Julien Rochdy, Antoine de la chaîne Egonon. Voilà, on n'est vraiment pas beaucoup à avoir cette vision radicale, forcément. Alors toujours
sans excès, bonne ambiance, etc. Mais on est très peu à avoir cette vision-là de ce qu'est la droite. Pourquoi ? Parce que les autres ont peur de dire les choses. Ils ont peur d'affronter le tabou total en face qui est l'égalitarisme. Ils ont tous peur de parler de biologie. Et tant que la droite n'aborde pas de manière frontale des sujets comme celui de l'égalitarisme, il n'y aura pas de pensée structurée de droite. Il n'y aura que des défaites face à la gauche, toujours. Si on avait eu un discours structuré à droite et qu'on avait mené la bataille idéologique et intellectuelle, on aurait pu avoir des relais bien plus conséquents et bien plus capables d'encadrer cette révolte des Gilets jaunes, à la fois dans le peuple, mais aussi dans une partie des élites. Et c'est ça qui est en jeu quand je parle de bataille idéologique. C'est pour ça que c'est si important et c'est pour ça que le travail que je fais, et je ne suis pas le seul, il y en a d'autres, hein, ce travail-là, c'est pour ça qu'il est fondamental. Sans ce travail préalable, il n'y aura pas de victoire. Alors est-ce que la droite doit être révolutionnaire ? Alors déjà, le premier écueil qu'on entend, c'est non, on ne doit pas être révolutionnaire, on doit être contre-révolutionnaire, ce qui n'a aucun sens puisque la contre-révolution est une révolution en elle-même et que laisser à la gauche le monopole de la révolution n'a aucun sens. Je le répète, comme on l'avait dit dans une émission avec Antoine de la chaîne Egonon, la révolution en elle-même n'est pas de gauche ou de droite, même si tendanciellement, évidemment, elle est un peu plus de gauche. Mais si la révolution amène à une société de l'ordre et de l'excellence, c'est une révolution de droite. Donc la droite peut être révolutionnaire. Se dire contre-révolutionnaire, c'est se placer dans un cadre réactionnaire, c'est donc se placer dans un cadre perdant et repoussoir. Oui, la droite doit être révolutionnaire. Alors pas forcément dans les barricades, le coup de force, les jets de projectiles, les attaques, etc. Mais par contre, dans l'idéal, oui, il faut être révolutionnaire. Il faut proposer un autre monde. Il faut proposer une alternative différente et radicalement différente. C'est ça, être révolutionnaire. D'autant que la fièvre de la révolte populaire, de la révolte de rue, de la révolution, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, c'est extrêmement galvanisant. Je veux dire, tous ceux qui ont connu ces choses-là, moi je les ai connus personnellement du temps des Gilets jaunes et j'ai déjà assisté à des épisodes un peu de révolte de rue menée par la gauche. C'est quand même quelque chose qui fait bander, quoi. Quand vous êtes sur les Champs-Élysées avec des dizaines de milliers de Gilets jaunes, ça a de la gueule. Donc oui, gagner par la voie électorale, c'est l'idéal. Mais enfin, honnêtement, entre nous, et ceux qui suivent Sunrise le savent bien, la voie électorale, j'y crois moyennement. Je dis pas pour autant qu'il faut attaquer l'Élysée, mais je veux dire, créer un idéal révolutionnaire à droite, je trouve ça positif. Bon, en l'état, de toute manière, tout ça, c'est qu'un rêve. Mais si on poursuit le combat de refondation idéologique et qu'on arrive à convaincre des gens au sein du peuple et au sein des élites, eh bien, on a une chance. Et surtout que, je le répète, il y a quelque chose qui joue totalement notre faveur, à nous, gens de droite, c'est que le réel nous aide. Puisque, évacuons un peu la question des retraites, le vrai combat de la droite, c'est la défense de la civilisation. Voilà, la défense de l'ordre, de l'harmonie civilisationnelle. Et, clairement, comme je le dis très régulièrement dans les émissions Nouvelle Vague sur Sunrise, il y a de l'espoir parce que le réel s'invite chaque jour auprès du peuple et auprès des élites. Plus l'immigration extra-européenne est importante, plus la tiers-mondisation de notre pays est évidente, plus des yeux s'ouvrent. Alors je ne suis pas en train de vous vendre la révolution demain, mais il y a quelque chose qui peut se passer. Par contre, ça nous impose d'être à la fois radicaux idéologiquement, parce qu'il faut proposer une autre alternative complètement différente du système actuel basé sur l'égalitarisme gauchiste, et ça nous impose aussi d'être sérieux. Sérieux parce qu'il ne faut pas s'enfermer dans des excès qui repousseraient les gens qui se réveillent, mais qu'au contraire, il faut les convaincre ou alors leur donner des arguments qui peu à peu les amèneront à la bonne conclusion. Le tout, évidemment, dans la meilleure ambiance possible. Et si on arrive à être radicaux, rigoureux, positifs, et si on évite les travers et les postures néfastes de droite, on peut arriver à quelque chose. Peut-être pas le grand soir, peut-être pas la grande révolution, mais en tout cas, on peut arriver, peut-être, à sauver la civilisation, et c'est le combat le plus important. Les retraites, c'est pas un sujet anecdotique, c'est un sujet important, même si, il faut l'admettre, c'est un sujet qui est quand même mineur par rapport au reste, donc il ne faut pas l'écarter d'un revers de la main, mais il faut le remettre à sa juste place. Et il faut accepter aussi à droite que l'idée révolutionnaire n'est pas à écarter du revers de la main. Je le redis, le but, c'est pas d'être révolutionnaire dans la pratique. Voilà, je ne demande pas à faire des barricades demain, mais par contre, dans l'idéal, c'est certain qu'il faut être révolutionnaire. Voilà, bon, il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire sur la réforme des retraites, sur le rapport de la droite à la révolution. Voilà, j'oublie plein de choses, à la fois volontairement, parce que le but c'est pas de faire 2 heures de vidéo, et sans doute involontairement. Personne n'est parfait, mais j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu. Voilà. Écoutez les amis, à très vite.